Fullmetal Alchemist est un pilier du manga avec ses 64 épisodes. Alors dans cette vidéo, je vous propose de voir son histoire complète. Notre aventure commence dans Central City, la capitale du pays d'Amesris où un ancien alchimiste nommé MacDougall provoque le chaos. Chaque alchimiste possède une alchimie qui est en gros les pouvoirs magiques de cet univers. La sienne lui permet de manipuler l'eau et il parvient à tuer plusieurs soldats qui tentent de l'arrêter. Au quartier général de l'armée, le roi Bradley confie au colonel Mustang la mission de capturer MacDougall. Il lui suggère également de travailler avec le jeune alchimiste d'État, Edward Elric, surnommé le Fullmetal Alchemist, qui se trouve en ville avec son frère Alphonse. Les deux frères interviennent rapidement dans la traque et affrontent Isaac dans les rues de Central City. Durant le combat, Edward montre qu'il peut pratiquer l'alchimie sans cercle de transmutation, ce qui n'est pas censé être possible. Et il utilise son bras en automaille pour résister aux attaques de son adversaire. Après le combat, Isaac est capturé, mais il parvient à s'échapper grâce à des cercles de transmutation tatoués sur ses mains. Mustang explique alors qu'Isaac est un ancien alchimiste d'État ayant combattu durant la guerre d'Ishval. Après le conflit, il a quitté l'armée et s'est retourné contre le gouvernement, convaincu que l'État cache de sombres secrets. Cherchant des alliés, Isaac infiltre la prison centrale pour tenter de recruter l'alchimiste criminel Kimby. Il évoque les atrocités commises pendant la guerre d'Ishval et tente de le convaincre de se joindre à lui pour renverser le système. Mais Kimby refuse en expliquant qu'il a tué ses supérieurs uniquement par plaisir et non par idéologie. Isaac s'en va et continue de tracer ses cercles de transmutation dans toute la ville. Son but est de former un gigantesque cercle alchimique qui couvre tout Central, mais il est finalement repéré par le Major Armstrong et un combat éclate. Edward et Alphonse arrivent en renfort, mais Isaac parvient encore à fuir. Il croise ensuite Roy Mustang, dont l'alchimie des flammes est neutralisée par l'eau. Les deux frères finissent par comprendre que les déplacements d'Isaac suivent un schéma précis dans la ville, mais avant qu'il puisse l'arrêter, il active tous les cercles de transmutation. D'immenses murs et pics de glace surgissent alors dans toute la ville. Les militaires tentent de détruire les cercles pendant que les frères Elric poursuivent Isaac. Au cours de l'affrontement, le casque d'Alphonse est arraché. Trop lent. Leur adversaire découvre que l'armure est en réalité vide et que l'âme d'Alphonse est liée à ce corps. Il comprend alors que les deux frères ont commis le plus grand tabou de l'alchimie, la transmutation humaine. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Alors qu'il tente de s'échapper une dernière fois, il se retrouve face au roi Bradley. Avec une vitesse surhumaine, il dégaine son sabre et tue Isaac en quelques secondes. En mourant, la pierre philosophale qui amplifiait ses pouvoirs se désintègre. Après ces événements, les garçons voyagent en train vers la ville de Réole pour enquêter sur un mystérieux prophète. Edward et Alphonse se remémorent les événements qui les ont menés à rechercher la pierre philosophale. 10 ans plus tôt dans leur village natal, les deux frères vivaient avec leur mère et avaient déjà un talent exceptionnel pour l'alchimie. Malheureusement, à cause d'une maladie, elle décède. Sauf qu'ils refusent d'accepter sa disparition et décident de commettre le plus grand tabou de l'alchimie, la transmutation humaine pour la ramener à la vie. L'expérience échoue terriblement. La transmutation ouvre une porte mystérieuse. Edward y rentre et est confronté à une entité nommée la Vérité, qui lui montre la véritable nature de l'alchimie. En échange de cette connaissance, Edward perd sa jambe gauche tandis que le corps entier d'Alphonse disparaît. Edward sacrifie son bras droit pour récupérer l'âme de son frère et la lier à une armure grâce à un seau de sang. 4 ans plus tard, le colonel Roy Mustang découvre les conséquences de cette transmutation interdite. Impressionné par les capacités d'Edward, il lui propose de devenir alchimiste d'État afin d'avoir accès aux ressources de l'armée et trouver un moyen de récupérer leur corps. Edward accepte et subit une opération pour recevoir ses membres mécaniques appelés automailles, fabriqués par sa famille adoptive, notamment Winry et sa grand-mère. Après une année d'entraînement, Edward se rend à Central City pour passer l'examen d'alchimiste d'État devant le roi Bradley. Il réussit l'épreuve et reçoit le titre de Fullmetal Alchemist. Depuis ce jour, lui et son frère parcourent le pays à la recherche de la légendaire pierre philosophale, la seule chose qui pourrait leur permettre de retrouver leur corps. Leur train arrive finalement à Réole où ils espèrent trouver des réponses. Arrivés dans la ville, Edward et Alphonse enquêtent sur un prêtre nommé Cornello, un prophète qui prétend accomplir des miracles au nom du dieu Leto, comme ressusciter des morts. Edward comprend rapidement que ces miracles sont en réalité de l'alchimie, et soupçonne que Cornello utilise une pierre philosophale. Les deux frères rencontrent sur le chemin une jeune croyante nommée Rose, qui espère que Cornello pourra ressusciter son fiancé mort. Lorsqu'il confronte le prêtre dans son église, il manipule la femme pour qu'elle attaque les deux frères. Mais ça ne sert à rien, car elle ne savait pas qu'Alphonse est une armure vide contenant juste une âme. Cornello tente ensuite de les tuer en utilisant le pouvoir de sa pierre et d'une chimère, mais Edward parvient à lui résister et à révéler publiquement son véritable plan. Grâce au système de diffusion de la ville, Cornello avoue sans le savoir qu'il utilisait la religion et de faux miracles pour créer une armée de fidèles, car son but est de renverser le gouvernement et de prendre le pouvoir. En tentant une dernière attaque, la pierre de Cornello transforme son corps de manière monstrueuse. Edward le neutralise, mais découvre que la pierre n'était qu'une imitation, car elle se désintègre juste après. Désespérée, Rose comprend que son fiancé ne pourra jamais revenir à la vie. Edward lui explique qu'elle doit continuer d'avancer par elle-même et continuer de vivre même si c'est dur. Pendant que la population de Réole se révolte contre l'église après avoir découvert la vérité, Cornello tente de s'enfuir mais se retrouve face aux homonculus Lust et Gluttony, qui sont de dangereux humains artificiels. Il révèle qu'il lui avait donné la fausse pierre uniquement pour provoquer des troubles dans la région. Lorsque Cornello tente de les attaquer, Lust le tue immédiatement tandis que Gluttony dévore son corps. À Central City, un mystérieux homme portant une cicatrice en forme de X sur son visage assassine le général alchimiste d'État, Basque Grand, en utilisant une étrange capacité capable de détruire le corps de ses victimes d'un simple contact. Cet homme connu sous le nom de Scar semble cibler spécifiquement les alchimistes d'État.
Pendant ce temps, Edward et Alphonse se rendent à East City pour faire leur rapport au colonel Roy Mustang sur les événements de Réole. En cherchant une piste pour retrouver leur corps, ils s'intéressent à la bioalchimie et sont envoyés chez l'alchimiste d'État Tucker qui est spécialiste des chimères. Tucker leur permet d'accéder à sa bibliothèque pour leurs recherches. Les frères rencontrent également sa fille Nina et son chien Alexander avec qui ils passent du temps. On apprend cependant que Tucker est sous pression car il doit présenter de nouveaux résultats pour conserver son statut d'alchimiste. Quelques jours plus tard, Edward et Alphonse découvrent que Tucker a créé une nouvelle chimère capable de parler, mais Edward comprend rapidement l'horrible vérité. Edward, grand frère. La créature est en réalité une fusion alchimique entre Nina et son chien. Il réalise aussi que la première chimère parlante créée par Tucker des années plus tôt était en réalité sa propre femme. Furieux, Edward l'attaque, mais Alphonse l'arrête avant qu'il ne le tue. Les deux frères signalent l'affaire à l'armée, horrifiés par ce qu'ils viennent de voir. Edward réalise alors que même en tant qu'alchimiste d'État, il ne peut pas sauver tout le monde et que son chemin sera rempli d'horreur. Plus tard, l'homme à la cicatrice arrive à la maison de Tucker où lui et la chimère Nina sont retenus. Considérant Tucker comme un alchimiste ayant blasphémé Dieu, Scar le tue avec son pouvoir destructeur. Voyant la souffrance de Nina transformée en chimère, il met également fin à sa vie par pitié avant de repartir. Edward et Alphonse apprennent la nouvelle de l'assassinat avant même que la justice militaire ne puisse agir. L'enquête est confiée à Hughes et Armstrong, qui révèle qu'un tueur en série surnommé Scar cible spécifiquement les alchimistes d'État. Il a déjà tué plusieurs d'entre eux, dont le général Basque Grand. Pendant ce temps à Réole, on découvre que les troubles de la ville ont été orchestrés par les homonculus Lust, Gluttony et Envie, qui manipulent les habitants en se faisant passer pour le prêtre Cornello afin de provoquer une guerre civile. Il révèle également qu'Edward Elric est important pour leur plan et qu'il doit rester en vie en tant que sacrifice humain. À East City, Scar attaque soudainement Edward et Alphonse. Il possède une forme d'alchimie particulière, capable de détruire la matière au simple toucher. Durant le combat, il détruit le bras en automaille d'Edward et endommage gravement l'armure d'Alphonse. Edward, croyant son frère condamné, est prêt à se sacrifier pour le sauver, mais l'intervention de ses alliés empêche Scar de le tuer. Durant l'affrontement, il découvre que Scar est un survivant d'Ishval, faisant partie du peuple victime du massacre commis par l'armée d'Amestris durant la guerre d'Ishval. Profitant du chaos, Scar parvient finalement à s'échapper. Après le combat, Mustang explique au frère Elric que les alchimistes d'État ont été utilisés comme armes humaines durant la guerre pour exterminer les habitants d'Ishval, ce qui explique la haine de Scar. Edward comprend alors que la situation est bien plus complexe qu'il ne le pensait. Son bras automaille est détruit et l'armure d'Alphonse est gravement endommagée. Il décide de retourner voir leur mécanicienne pour effectuer les réparations nécessaires. En quittant East City, les frères voyagent avec Armstrong à cause de la menace de Scar qui pourrait surgir n'importe quand. Et d'ailleurs sur le chemin, il reconnaît un ancien alchimiste d'État disparu après la guerre d'Ishval, le docteur Marco. Les frères décident d'aller lui parler car il était spécialisé dans la recherche médicale et pourrait leur apporter des informations sur la bioalchimie. Ils découvrent que Marco vit sous une fausse identité et il utilise l'alchimie pour soigner les habitants d'un petit village. L'ancien alchimiste explique qu'il a fui l'armée après avoir découvert que ses recherches avaient été utilisées pendant la guerre d'Ishval. Il révèle surtout que ses travaux portaient sur la création de la pierre philosophale. Il montre même un fragment de pierre incomplète capable d'amplifier les transmutations, ce qui confirme que la légende est réelle. Malgré l'insistance d'Edward, Marco refuse de partager ses recherches entièrement, affirmant que la pierre philosophale est trop dangereuse. Avant le départ des frères, il change d'avis et leur donne un indice. Ces notes de recherche sont cachées dans la première branche de la bibliothèque centrale. Les frères Elric retournent ensuite dans leur village natal afin de réparer leurs membres. Ils retrouvent Winry et sa grand-mère qui travaillent sans relâche pendant plusieurs jours pour reconstruire leurs membres mécaniques. Pendant ce temps, Armstrong apprend que les parents de Winry sont morts pendant la guerre d'Ishval, et que le jour où Edward est devenu alchimiste d'État, il a brûlé sa propre maison afin de ne plus jamais revenir en arrière. Les frères décident ensuite de repartir pour Central afin de retrouver les notes de Marco, et poursuivre leur recherche de la pierre philosophale. Pendant ce temps, le docteur est retrouvé par l'homonculus Lust, qui surveille de près ses recherches. Arrivé à Central City avec Armstrong, Edward et Alphonse découvrent que la bibliothèque centrale où étaient cachées les notes du docteur a été entièrement incendiée. Pendant ce temps, Lust et Gluttony affrontent Scar dans les égouts d'East City, où une explosion éclate durant leur combat. À Central, les frères sont placés sous la protection des soldats Ross et Broche, qui les conduisent chez une ancienne employée de la bibliothèque nommée Cheska. Grâce à sa mémoire photographique, elle parvient à retranscrire intégralement les documents de Marco qu'elle avait lus avant l'incendie. Les notes semblent d'abord n'être qu'un simple livre de cuisine, mais Edward comprend qu'il s'agit d'un code utilisé par les alchimistes pour cacher leurs recherches. Après plusieurs jours de travail, Edward et Alphonse déchiffrent finalement le message caché et découvrent l'horrible vérité. La pierre philosophale est créée en sacrifiant des êtres humains. Bouleversés par cette révélation, ils gardent le secret, en repensant aux derniers mots de Marco sur une vérité derrière la vérité. Edward poursuit l'analyse et remarque l'existence du mystérieux 5e laboratoire de Centrale situé près de la prison. Il en déduit que cet endroit pourrait être le lieu où les pierres philosophales sont fabriquées à partir de condamnés à mort. Malgré l'ordre d'Armstrong de ne pas intervenir, les frères décident d'enquêter d'eux-mêmes pendant la nuit. Edward infiltre le laboratoire par un conduit d'aération pendant qu'Alphonse reste à l'extérieur. À l'intérieur, il découvre que le laboratoire est toujours actif. Deux mystérieuses armures vivantes appelées 48 et 66 détectent les intrus. L'une se prépare à affronter Edward à l'intérieur, tandis que l'autre attaque Alphonse. Le numéro 66 se révèle être le célèbre tueur en série Barry the Chopper, dont l'âme est liée à une armure grâce à un
pinceau de sang. Pendant le combat, il manipule psychologiquement Alphonse. Il lui fait comprendre que ses souvenirs pourraient être faux et que son frère aurait pu créer une fausse personnalité pour lui après la transmutation humaine, ce qui plonge Hal dans un énorme doute sur sa propre existence. À l'intérieur du laboratoire, Edward affronte toujours le numéro 48, un ancien criminel connu sous le nom de Slicer. Edward découvre que lui aussi est une âme liée à une armure, et comprend que le laboratoire utilisait probablement des condamnés à mort de la prison voisine pour des expériences liées à la pierre philosophale. Après un combat difficile, Edward parvient à le vaincre, et alors qu'il s'apprête à révéler des informations importantes sur la pierre philosophale, les homonculus Lust et Envy interviennent pour empêcher toute révélation. Ils confirment également qu'Edward est important pour leur plan et qu'il doit rester en vie en tant que sacrifice humain. Envy met Edward hors de combat, et les deux homonculus décident de détruire le laboratoire afin d'effacer toute preuve. À l'extérieur, Alphonse est sur le point d'être vaincu par Barry, mais Ross et Broch interviennent pour le sauver. Le laboratoire commence alors à s'effondrer après l'explosion provoquée par les homonculus. Envy ressort des décombres en transportant Edward inconscient et ordonne aux soldats de l'emmener rapidement à l'hôpital avant de disparaître. Pendant ce temps, à Central Prison, le criminel alchimiste Kimberly entend l'explosion et se réjouit, se rappelant avec enthousiasme des destructions de la guerre d'Ishval. Après l'explosion du 5e laboratoire, Edward se réveille à l'hôpital de Central City et apprend que le bâtiment a été totalement détruit, ce qui efface toutes les preuves liées aux recherches sur la pierre philosophale. Frustré d'avoir été si proche de la vérité, il se dispute avec ses gardes qui le reprochent d'avoir agi seul. Son bras automail étant gravement endommagé, il est obligé de faire venir Winry à Central pour le réparer. Pendant ce temps, Alphonse reste profondément troublé par les paroles de Barry, qui lui avait insinué qu'il n'avait peut-être jamais existé en tant qu'humain et que ses souvenirs pourraient être faux. Lorsque Winry arrive à Central et répare l'automail d'Edward, elle remarque que les frères continuent de lui cacher leurs problèmes. Le lendemain, les doutes d'Alphonse explosent. Il accuse Edward d'avoir peut-être inventé son identité après la transmutation humaine, et affirme qu'il ne peut être qu'une âme artificielle. Edward ne répond pas, et quitte la pièce laissant Winry confronter Alphonse. Elle lui explique qu'Edward porte une immense culpabilité pour avoir condamné son frère à vivre dans une armure, et qu'il a toujours peur qu'Alphonse le déteste pour cela. Il retrouve ensuite son frère sur le toit. Les deux se battent comme lorsqu'ils étaient enfants et finissent par se réconcilier. Alphonse comprend que ses souvenirs et son désir de retrouver son corps sont réels. Les deux frères renouvellent alors leur promesse de retrouver leur corps humain, conscients que leur quête sera encore plus difficile que prévu. Après les événements du 5e laboratoire, Edward raconte à ses amis ce qu'il a découvert à propos des expériences liées à la pierre philosophale. Sauf que bon, avec l'explosion, il n'y a plus aucune preuve, ce qui rend l'enquête très difficile. Leur discussion est soudain interrompue par l'arrivée du roi Bradley. Il révèle qu'il connaît leur enquête sur la pierre philosophale et leur ordonne de cesser immédiatement leur recherche et de garder le silence, leur promettant qu'ils seront contactés si leur aide devient nécessaire. Les frères Elric décident alors de quitter Central pour se rendre à Jublit, afin de retrouver leur maître dans l'espoir de devenir plus fort et d'en apprendre davantage sur l'alchimie. Winry les accompagne, profitant du voyage pour visiter Rush Valley, une ville réputée pour l'automail. Pendant ce temps, Hughes enquête sur les émeutes et les conflits qui éclatent un peu partout dans le pays. Il comprend qu'un complot beaucoup plus vaste se cache derrière ces événements, et que l'armée elle-même est peut-être en danger. Avant de pouvoir prévenir ses supérieurs, il est attaqué par l'homonculus Lust. Après un combat, il parvient à s'échapper et tente d'appeler Roy Mustang pour lui révéler ce qu'il a découvert. Mais Envy déguisé en soldat l'intercepte. Pour l'empêcher d'attaquer, il prend l'apparence de la femme de Hughes et le tue avant qu'il ne puisse révéler la vérité. Sa mort bouleverse profondément ses proches. Lors de ses funérailles, ses collègues dont Mustang et Armstrong assistent impuissants à la douleur de sa famille, notamment celle de sa fille qui ne comprend même pas ce qui s'est passé. Colonel ? Les alchimistes sont des gens parfaitement méprisables, lieutenant. Vous le savez. Pourtant, je ne pense qu'à utiliser la transmutation humaine pour le ramener parmi nous. Vous êtes sûr que ça va, colonel ? Mais oui, ça va. Entrons. La pluie commence déjà à tomber. Non, je ne crois pas. Et la météo ne l'a pas prévu. Si. Il pleut déjà. Avant de reprendre l'histoire, si jusque-là ça vous plaît, pensez à vous abonner, car on est bientôt aux 20 000, et ça m'aiderait énormément. Dévasté par la perte de son ami, Mustang jure de découvrir la vérité derrière ce meurtre. En enquêtant, il apprend que Hughes avait découvert une menace majeure visant l'armée, et que cette affaire semble liée aux recherches des frères sur la pierre philosophale. Mustang décide alors de poursuivre l'enquête une fois son transfert vers Central City effectué. En route vers Jublit, Edward, Alphonse et Winry s'arrêtent à Rush Valley, la ville célèbre pour ses ingénieurs spécialisés dans l'automail. Les habitants remarquent immédiatement les membres mécaniques impressionnants d'Edward, mais au milieu de la foule, une voleuse dérobe sa montre. Les frères la poursuivent jusqu'à une montagne où vient un certain ingénieur Dominique l'écoute. Il découvre alors que la voleuse Paninia possède elle aussi des jambes en automail fabriquées par ce type. Winry profite de la situation pour montrer son travail à Dominique. L'ingénieur reconnaît la qualité de son automail, mais lui explique que celui d'Edward est trop lourd pour lui. Elle demande à devenir son apprenti, mais il refuse. Pendant qu'une tempête bloque tout le monde dans la maison, Paninia révèle qu'elle a perdu ses jambes dans un accident de train quand elle était enfant, et que Dominique lui a offert ses prothèses, ce qui l'a sauvée du désespoir. Winry lui conseille alors d'arrêter de voler, et de travailler honnêtement si elle veut vraiment le remercier. Peu après, la femme du fils de Dominique arrive soudainement paniquée
paniquée. À cause de la tempête, aucun médecin ne peut arriver à temps pour la faire accoucher. Winry prend alors la situation en main et organise l'accouchement avec l'aide de tout le monde. Le bébé naît finalement en bonne santé. Quand Paninia rendra la montre d'Edward, Winry découvre une date gravée à l'intérieur avec la mention « Ne l'oublie pas ». Edward explique que c'est la date où il a brûlé sa maison pour ne jamais reculer dans sa quête. Touché par sa détermination, Winry décide de se consacrer entièrement à devenir une grande ingénieure afin de soutenir Edward dans son objectif. Dominique, impressionné par son courage, accepte finalement de venir l'aider indirectement en la recommandant à une autre ingénieure de Rush Valley. Finalement, Edward et Alphonse reprennent la route vers Dublit pour retrouver leur maître, tandis que Winry reste à Rush Valley pour continuer à apprendre le métier d'ingénieur en automaille. Arrivés là-bas, Edward et Alphonse retrouvent leur ancienne maître, Izumi Curtis. Furieuse d'apprendre qu'Edward est devenu alchimiste d'état au sein de l'armée, elle les accueille violemment avant de les laisser rentrer chez elle. Les frères lui parlent ensuite de leur recherche sur la pierre philosophale. Izumi explique qu'elle n'en sait presque rien, mais révèle avoir rencontré récemment un alchimiste très informé sur le sujet, Van Onenheim. Alphonse révèle qu'il s'agit de leur père disparu, mais Edward refuse absolument toute aide venant de lui car il lui reproche d'avoir abandonné leur famille. La nuit, il se souvient de la façon dont lui et Alphonse sont devenus les élèves d'Izumi. Des années plus tôt, elle les avait testés en les abandonnant un mois sur une île avec une seule consigne: survivre sans alchimie et comprendre le sens de la phrase « un t'es tout est un ». Cette épreuve leur avait appris que chaque être fait partie d'un cycle naturel immense et que l'alchimie repose sur cet équilibre. Après avoir réussi l'épreuve, ils avaient été entraînés pendant plusieurs mois par Izumi, qui leur avait aussi enseigné le combat. Le lendemain, elle confronte Edward et découvre que les frères ont tenté une transmutation humaine. Elle révèle qu'elle aussi a commis ce tabou en essayant de ressusciter son enfant mort à la naissance. Lorsqu'elle a rencontré la vérité, une partie de ses organes lui a été arrachée en échange de la connaissance qu'elle a obtenue, ce qui lui cause aujourd'hui de graves problèmes de santé et l'empêche d'avoir des enfants. Comprenant la souffrance des frères Elric, ils finissent alors par craquer et s'effondrent en larmes devant leur maîtresse, lui demandant pardon pour leur faute et pour avoir brisé le tabou de la transmutation humaine. Les frères reviennent donc discuter ouvertement avec elle de la porte de la vérité et de la pierre philosophale. Izumi pense qu'Alphonse a vu plus de choses derrière la porte que quiconque, puisque son corps entier a été pris en échange, sauf qu'il ne se souvient de presque rien à cause du traumatisme. À Dublit, Alphonse reçoit un message anonyme et tombe dans un piège tendu par un groupe de chimères dirigé par Grid. Celui-ci se révèle être un homonculus et montre son pouvoir de régénération, cherchant à percer le secret du corps d'Alphonse qu'il considère comme proche de l'immortalité. Il explique que plusieurs de ces hommes sont des chimères créées par l'armée fusionnant humains et animaux. En cherchant son frère, Edward affronte un nouveau membre du groupe et découvre la cachette de Grid dans le bar de la ville. Il lui propose alors un marché, révéler comment recréer un corps humain pour Alphonse en échange du secret du lien de l'âme. Edward refuse et un combat éclate. Grid possède un bouclier ultime capable de recouvrir son corps d'une armure presque indestructible. Edward comprend finalement que cette armure est composée de carbone et modifie sa structure avec l'alchimie pour la fragiliser. Il parvient à baisser Grid et à prendre l'avantage, mais le combat est interrompu lorsqu'Izumi arrive soudainement et se joint à l'affrontement contre l'homonculus. Grid tente de s'enfuir après l'arrivée de l'armée, menée par le roi Bradley et le Major Armstrong. Pendant que les soldats attaquent, Grid engage un combat contre Bradley. Malgré son bouclier ultime, Grid est complètement dominé par la vitesse et la précision du roi. Bradley révèle alors son pouvoir, l'œil ultime, capable de voir parfaitement les mouvements de ses adversaires. Il dévoile qu'il est lui aussi un homonculus, portant le symbole de l'Ouroboros. Le combat est totalement inégal, Bradley élimine sans difficulté les chimères. Lorsque Martel tente d'attaquer Bradley depuis l'intérieur de l'armure d'Alphonse, il la transperce avec son sabre et la tue. Le sang de Martel entre en contact avec le sceau d'Alphonse, ce qui déclenche soudainement le retour de ses souvenirs du moment où il a traversé la porte de la vérité. Après l'incident, Bradley interroge les alchimistes d'État, puis quitte les lieux comme si rien ne s'était passé. Les frères Elric réalisent alors que la présence du roi sur place et l'élimination de Grid sans chercher à obtenir d'informations sont extrêmement suspects. Et Edward décide malgré tout de rester dans l'armée pour continuer à enquêter de l'intérieur. Dans un passage secret sous Centrale, Bradley rejoint les autres homonculus. Il révèle qu'il est en réalité l'homonculus Vras. Grid, capturé vivant, est amené devant leur créateur Phaser. Refusant de redevenir loyal, Grid est dissous dans une cuve afin que Phaser récupère la pierre philosophale qui lui donne la vie. Pendant ce temps, Edward et Alphonse retournent à Rush Valley pour réparer l'automaille endommagée d'Edward. Il rencontre un voyageur affamé venu du pays de Xing. On apprend qu'il recherche lui aussi la pierre philosophale afin d'obtenir l'immortalité et devenir le prochain empereur de Xing. Il s'appelle Ling et il est accompagné de 2 gardes redoutables. Lan Fan est fou. Il est l'un des nombreux princes de Xing et se bat pour le trône dans une succession très compétitive. Comprenant que la pierre philosophale pourrait lui permettre de protéger son peuple et d'obtenir le pouvoir nécessaire pour devenir empereur, Ling décide de suivre les frères Elric dans leur quête. En arrivant à Central City, Edward, Alphonse et Winry découvrent que la ville est agitée par de nombreuses tensions. Les frères se rendent ensuite au quartier général pour transmettre leurs nouvelles informations. Mais Mustang et Risa leur cachent la nouvelle de la mort de Hughes. Il prétend que son ami a simplement pris sa retraite afin d'éviter que les frères se sentent responsables de sa perte. Cependant, sa rencontre avec Ross révèle involontairement la vérité. Edward comprend que Hughes a été assassiné peu après avoir enquêté sur la pierre philosophale. Choqué et rempli de culpabilité, il se rend avec Alphonse chez la famille Hughes pour présenter ses excuses. Gracia lui explique qu'il avait choisi de l'aider de son plein gré et l'encourage à continuer sa quête afin que sa mort ne soit pas vaine. Ces discussions renforcent la motivation des frères Elric à poursuivre leur enquête malgré les dangers. Pendant ce temps, dans l'ombre, les homonculus Lust, Envy et Gluttony surveillent les mouvements de Mustang. Ne pouvant pas le tuer car il est important pour leur plan, ils décident de le manipuler. Leur plan commence lorsque l'armée accuse Ross d'être impliqué dans le meurtre de Hughes, ce qui déclenche une nouvelle crise au sein de l'armée. Les enquêteurs affirment que la balle retrouvée correspond à son arme, et que des témoins disent l'avoir vue près de la scène du crime. Ross affirme être innocente et explique qu'elle a tiré une balle lors de l'incident du 5e laboratoire
laboratoire. Mais la destruction du bâtiment empêche toute vérification. Armstrong comprend rapidement qu'il s'agit probablement d'un coup monté pour la faire porter responsable du meurtre. Pendant ce temps, la nouvelle de l'arrestation atteint Edward et Alphonse. Au même moment, Barry attaque la prison et libère Ross. Il libère également Ling qui était détenu comme immigré illégal. Durant leur fuite, Ross croise le colonel Mustang. Devant les témoins, Mustang exécute Ross avec son alchimie de flamme. Lorsque les frères arrivent sur place et voient son corps brûlé, Edward s'énerve sur Mustang, mais celui-ci répond froidement qu'il a obéi aux ordres. Plus tard, l'autopsie confirme officiellement la mort de Maria Ross. Cette situation provoque la colère et la confusion parmi les alliés de Hughes, tandis que Mustang reste très silencieux. Pendant ce temps, les homonculus observent la situation. Envy et Lust constatent que les événements se déroulent exactement comme prévu. Pour eux, accuser Ross et manipuler l'enquête permet de détourner l'attention, tout en gardant le contrôle sur Mustang et sur ceux qui cherchent la vérité autour de la pierre philosophale. Edward est emmené à Russemble par Armstrong, sans comprendre pourquoi Roy Mustang l'a soudainement éloigné de Central. En parallèle, Alphonse, Winry et Ling découvrent que tout cela fait partie d'un plan secret de Mustang. Edward est en réalité conduit jusqu'aux ruines de l'ancienne civilisation de Xarzès où il retrouve Ross vivante. On apprend alors que Mustang a mis en scène sa mort pour la sauver. Le corps brûlé présenté comme le sien était un cadavre falsifié et Ross a été secrètement sorti du pays. Mustang avait compris que Ross était victime d'un piège destiné à détourner l'enquête. Avec l'aide de ses hommes, il a orchestré l'évasion de Ross et organisé son exil vers Xing afin de la protéger. Le plan vise aussi à attirer les véritables conspirateurs en leur faisant croire que Ross est morte et que Barry est responsable de l'évasion. Edward découvre également des vestiges d'un immense cercle de transmutation et apprend une ancienne légende. Après la destruction de Xarzès, deux voyageurs seraient partis vers l'est et l'ouest, donnant naissance respectivement à l'alchimie d'Amestris et à l'alcaestrie de Xing. Cette histoire renforce l'idée que Xarzès est lié à l'origine des secrets de l'alchimie et peut-être de la pierre philosophale. Edward rencontre l'un des survivants d'Ishval et apprend une vérité choquante. Les médecins qui avaient aidé les habitants d'Ishval pendant la guerre, incluant les parents de Winry, ont été tués par un guerrier. En entendant la description de cet homme, Edward comprend que le responsable n'est autre que Scar. À Central City, Risa est attaquée par Gluttony, mais elle parvient à survivre grâce à l'intervention de Roy Mustang et de ses hommes. Pendant ce temps, Alphonse rejoint l'équipe de Mustang afin de poursuivre l'enquête sur le complot lié au laboratoire secret et à la pierre philosophale. Le groupe suit la trace de Barry jusqu'au laboratoire numéro 3. En explorant les lieux, Mustang et Jean Avoc tombent sur Lust. Elle révèle qu'elle est un homonculus et montre que son cœur est une pierre philosophale qui lui permet de régénérer ses blessures. Le combat tourne rapidement au désavantage lorsque Lust blesse gravement Avoc et détruit son gant d'alchimie. Mustang est aussi gravement blessé, mais il continue tout de même le combat en utilisant l'étincelle du briquet de Avoc et un cercle de transmutation gravé sur sa main pour produire des flammes. Après un affrontement brutal, Mustang finit par brûler Lust à répétition jusqu'à ce que l'énergie de sa pierre philosophale soit épuisée. Il parvient à provoquer sa destruction définitive. Avant de disparaître, Lust reconnaît le talent de Mustang, mais prédit que son regard finira par être obscurci par le désespoir. De son côté, Edward retourne à Russemble et découvre une personne inattendue devant la tombe de sa mère, son père disparu, Van Onenheim. Leur discussion devient rapidement tendue. Edward lui reproche d'avoir abandonné la famille, et son père comprend immédiatement que la maison a été brûlée pour fuir la culpabilité liée à la transmutation humaine. Avant de partir, il dit à Edward qu'il pense que la créature que les frères ont transmutée n'était peut-être pas leur mère. Choqué par cette possibilité, Edward décide avec Pinako de chercher les restes de la créature enterrée sous les ruines de la maison. En examinant les ossements, il découvre que le corps ne correspond absolument pas à Trisha. Edward comprend alors qu'ils n'ont jamais ressuscité leur mère. Cette découverte change tout pour les frères Elric. Si ce corps n'était pas celui de Trisha, cela signifie que le véritable corps d'Alphonse Elric n'a jamais été créé lors de la transmutation et qu'il existe toujours quelque part. En repensant à ses souvenirs retrouvés au moment où il a traversé la porte de la vérité, Alphonse réalise qu'il a aperçu son propre corps de l'autre côté de la porte. Les frères comprennent alors que le corps d'Alphonse est resté derrière la porte de la vérité et que son âme a été attirée dans la créature transmutée avant d'être rejetée, ce qui explique sa disparition et son lien avec l'armure. Ce qui signifie qu'il existe encore une chance de récupérer son véritable corps. Edward contacte Izumi pour vérifier cette théorie. Elle confirme que la créature qu'elle avait transmutée en tentant de ressusciter son enfant ne ressemblait pas non plus à son bébé, ce qui la libère enfin du poids de la culpabilité qu'elle portait depuis des années. Avec cette nouvelle info, les frères Elric prennent une nouvelle décision. Le corps d'Alphonse existe bel et bien derrière la porte et ils trouveront un moyen d'y retourner pour le récupérer. Leur objectif devient alors encore plus précis, ouvrir de nouveau la porte de la vérité et réunir l'âme d'Alphonse avec son corps d'origine. Pendant ce temps, la poursuite continue sur les toits de Central. Ling tente de fuir avec son garde grièvement blessé après l'attaque du roi Bradley. Il réussit à repousser momentanément Gluttony et comprend que Bradley est un adversaire redoutable doté d'une capacité spéciale et qui est son œil ultime. Pendant ce temps, les deux frères affrontent Scar. Durant le combat, il le questionne sur ses motivations et celui-ci explique que les alchimistes sont responsables du massacre du peuple d'Ishval pendant la guerre. Il affirme également avoir tué Nina par pitié car elle n'aurait jamais pu redevenir humaine. La situation devient encore pire lorsque Winry arrive sur les lieux et apprend la vérité. Scar est l'homme qui a tué ses parents, même après qu'ils aient tenté de le soigner. Dévastée, elle saisit une arme et vise Scar prête à se venger. Un flashback révèle alors son passé pendant la guerre d'Ishval. Son frère étudiait l'alchimie et l'alcaestrie pour protéger leur peuple, mais lors d'une attaque menée par Kimblee, presque toute leur famille est tuée. Son frère transplante son propre bras à Scar pour lui sauver la vie. Fou de rage après le massacre de son peuple, Scar tue ensuite les médecins qui tentaient de le soigner, avant de commencer sa vengeance contre les alchimistes d'État. Dans le présent, Scar accepte le jugement de Winry et lui dit qu'elle a le droit de tirer, mais Edward s'interpose et parvient à convaincre Winry
de ne pas commettre un meurtre. Il lui rappelle que ses mains ne sont pas faites pour tuer, mais pour sauver des vies. Elle s'effondre en larmes, incapable de tirer, tandis qu'Edward la serre dans ses bras. Après l'affrontement avec les homonculus, Ling fuit dans les rues de Central en portant son garde. Poursuivi par Gluttony et le roi Bradley, ils sont acculés. Pour permettre à Ling de s'échapper, Lan Fan prend une décision extrême. Elle se coupe elle-même le bras et l'abandonne pour tromper Bradley et détourner leur piste. Pendant ce temps, Edward et Alphonse poursuivent leur combat contre Scar, mais l'arrivée de Gluttony complique la situation. Ling intervient alors en utilisant une grenade permettant au frère Elric de neutraliser temporairement Gluttony. Risa arrive ensuite déguisée. Elle aide Ling à fuir avec le corps capturé de Gluttony. Pendant la fuite, elle conduit Ling et la blessée Lan Fan vers une planque secrète, où le médecin Nox accepte de soigner Lan Fan malgré la gravité de sa blessure. L'opération est douloureuse, mais réussit, ce qui lui sauve la vie. Dans cette cachette, plusieurs révélations sont faites. Ling affirme avoir vu Bradley combattre aux côtés de Gluttony et révèle qu'il possède le symbole de l'Ouroboros, qui est le signe des homonculus. Mustang comprend alors que le roi lui-même pourrait faire partie d'eux. Les tensions montent ensuite autour de la pierre philosophale contenue dans Gluttony. Mustang veut l'utiliser pour soigner Jean Havok, mais Ling la veut pour obtenir l'immortalité et devenir empereur de Xing, tandis qu'Edward la veut pour sauver son frère. Au moment où ils discutent de la marche à suivre, Gluttony entend le nom de Mustang et se souvient que c'est lui qui a tué Lust. Il perd alors le contrôle. Son ventre s'ouvre pour révéler une gigantesque bouche avec un œil monstrueux à l'intérieur, ce qui déclenche une violente explosion qui détruit une partie de la maison. Dans leur repère, les homonculus surveillent de près la situation. Envy rend visite à Marco et confirme que le plan des homonculus consiste à utiliser le pays et sa population pour créer un gigantesque cercle de transmutation. Pendant ce temps, le roi Bradley discute avec Pride des problèmes récents, l'intervention de Roy Mustang, les frères Elric et les étrangers venus de Xing. Du côté de nos héros, Mustang, encore blessé par son combat contre Lust, tente d'arrêter Gluttony, mais comprend qu'il est trop dangereux. Il décide alors de battre en retraite avec ses alliés, laissant Edward, Alphonse et Ling retenir le monstre. Pendant le combat dans la forêt, Envy apparaît pour aider Gluttony. Un affrontement éclate entre Ling et lui, tandis qu'Edward et Alphonse tentent de neutraliser l'autre. Mais Envy prend l'apparence de Lan Fan blessé pour distraire son adversaire. Gluttony en profite pour avaler Ling, puis Edward, et tous les deux disparaissent dans son ventre. Pendant ce temps, Mustang décide de passer à l'offensive politique. Ils seront à Central Command pour confronter les plus hauts dirigeants de l'armée. En rencontrant les généraux et le roi, Mustang comprend que la corruption ne vient pas seulement de certains officiers, mais de l'ensemble du commandement militaire. Il réalise alors que lui et Edward sont engagés au cœur d'un immense complot. En parlant de lui, il reprend conscience dans un endroit étrange rempli de cadavres et de ruines. Il se trouve à l'intérieur du ventre de Gluttony, une dimension qui ressemble à une version déformée de la porte de la vérité. En cherchant une sortie, il croise Envy qui leur révèle qu'il n'existe normalement aucun moyen de s'échapper et que cet espace est une tentative ratée de reproduire la porte. Il déclare que les homonculus manipulent la maîtrise depuis longtemps et sont responsables du déclenchement de la guerre d'Ishval. Il explique même que c'est lui qui s'était déguisé en soldat pour tuer l'enfant d'Ishval qui a déclenché le conflit. Furieux en apprenant que ce massacre et la quête de vengeance de Scar sont le résultat d'une manipulation, Edward attaque Envy qui révèle alors sa véritable forme monstrueuse et engage le combat. Pendant ce temps, à l'extérieur, Alphonse comprend que Gluttony obéit à quelqu'un appelé Phaser. Pour retrouver son frère, il décide volontairement de suivre Gluttony afin d'être conduit jusqu'à cette mystérieuse personne. À Central, la situation politique se resserre autour de Mustang. Le roi Bradley lui révèle que les homonculus contrôlent la maîtrise depuis sa création. Dans le même temps, les membres de l'équipe de Mustang sont dispersés dans d'autres villes, tandis que Risa est assignée directement comme assistante du roi afin de garder Roy sous surveillance. Edward et Ling affrontent toujours Envy dans l'estomac de Gluttony, dont la véritable forme monstrueuse est composée de nombreuses âmes humaines prisonnières. Pendant le combat, Edward remarque que les ruines présentes dans cette dimension proviennent de la cité perdue de Xerxes. Il réalise que la disparition de cette cité vient d'un rituel ayant transformé toute sa population en pierre philosophale. Edward imagine alors un plan risqué, utiliser une partie de la pierre philosophale d'Envy pour effectuer une transmutation humaine contrôlée, afin d'ouvrir un passage vers la véritable porte de la vérité et s'échapper de cette dimension. Malgré ses doutes sur l'utilisation des âmes contenues dans la pierre, il lance la transmutation avec l'aide de Ling et Envy. Pendant ce temps, à la surface, Scar et Mei Chang suivent Alphonse et découvrent l'entrée du repère des homonculus. Ils affrontent de nombreuses chimères pour progresser plus profondément dans la base où se trouve leur chef. À Central, le roi Bradley révèle à Roy Mustang son véritable passé. Il a été élevé dans un programme secret destiné à créer le gouverneur parfait. Après la mort de nombreux candidats, il a survécu à l'injection d'une pierre philosophale devenant l'homonculus appelé Vras. La transmutation d'Edward fonctionne finalement et l'amène devant la porte de la vérité. Et il y découvre quelque chose d'incroyable. Le véritable corps d'Alphonse existe toujours derrière la porte, vivant mais extrêmement affaibli après des années sans nourriture. Edward tente de le ramener avec lui, mais le corps refuse car il ne peut rejoindre que sa propre âme. Edward est alors forcé de repartir seul, mais avant ça... Alphonse! Je te le promets, je vais revenir te chercher! Alors attends-moi! Attends-moi!
Pendant ce temps-là, dans le monde réel, Alphonse est conduit par Gluttony dans la base souterraine des homonculus où il rencontre leur chef Phaser, un être qui ressemble étrangement à Van Onenheim. Peu après, Gluttony recrache violemment Edward, Ling et Envy, permettant au frère Elric de se retrouver. Phaser soigne instantanément les blessures d'Edward et d'Alphonse sans respecter la loi de l'échange équivalent. Lorsque les frères tentent d'attaquer, Phaser bloque leur alchimie en modifiant l'énergie qui l'alimente, rendant leur transmutation inutilisable. Il décide alors d'utiliser Ling pour créer un nouveau homonculus. En injectant une pierre philosophale dans son corps, Ling rencontre l'âme de Grid et accepte volontairement de partager son corps afin d'obtenir le pouvoir qu'il recherchait. Le nouveau Grid renaît ainsi dans le corps de Ling, mais il semble avoir perdu ses souvenirs et agit désormais comme un véritable homonculus. Pendant ce temps, Scar et Mei Chang infiltrent la base et affrontent des gardiens chimères. Contrairement aux frères Elric, Scar et Mai peuvent encore utiliser leurs techniques d'alchimie et d'alcaestrie, ce qui surprend Phaser. Edward révèle alors à Scar que c'est Envy qui a provoqué l'incident ayant déclenché la guerre d'Ishval, ce qui le pousse à attaquer les homonculus avec rage. Le chaos s'installe dans la base. Mai est poursuivi par Gluttony, Alphonse tente de la protéger et Scar affronte les homonculus malgré ses blessures. Finalement, les frères Elric sont capturés et envoyés à la surface sur ordre de Phaser. Edward affirme cependant à Alphonse que Ling est toujours présent à l'intérieur du nouveau grid et qu'il pourrait encore être sauvé. Phaser récupère la pierre philosophale du corps mourant de Gluttony et annonce qu'il pourra recréer cet homonculus à nouveau. Nos héros découvrent que le repère secret des homonculus était en réalité sous le quartier général militaire de Central. Les frères sont ensuite conduits devant le roi Bradley et Roy Mustang. Bradley révèle qu'il contrôle la situation. Les subordonnés de Mustang ont été dispersés dans tout le pays pour servir d'otages. Il menace également de tuer Winry si Edward abandonne l'armée ou révèle la vérité, ce qui force les frères Elric à continuer à servir le gouvernement. Après cette confrontation, Edward apprend à Alphonse qu'il a vu son véritable corps derrière la porte de la vérité, ce qui confirme bel et bien qu'il existe toujours. Les frères quittent ensuite la base, tandis que Grid, désormais dans le corps de Ling, leur transmet secrètement un message destiné à Lanfan. Pendant ce temps, Scar découvre la prison de Marco. Il lui apprend qu'il a été forcé de créer des pierres philosophales à partir de vie des habitants d'Ishval pendant la guerre. Scar exige alors de connaître toute la vérité sur ce massacre. À Central, Mustang explique à Risa et Armstrong que Bradley est un homonculus et que l'armée est infiltrée au plus haut niveau. Malgré le danger, ils décident de continuer à lutter contre cette conspiration. Alphonse amène Mei Chang chez le Dr Knox, où elle retrouve Lanfan. Apprenant que Ling est toujours en vie mais possédé par Grid, Lanfan décide de se faire installer un bras Otomai afin de pouvoir continuer à protéger son prince. De son côté, Edward comprend que l'alchimie avait cessé de fonctionner au moment où Phaser avait bloqué sa source d'énergie. En comprenant que les techniques d'alcaestrie de Mai et de Scar fonctionnent différemment, il réalise que comprendre ces autres formes d'alchimie pourrait être la clé pour vaincre Phaser et récupérer le corps d'Alphonse. Avant de continuer l'histoire, on a besoin de retourner dans le passé. Plusieurs années auparavant, Mustang étudiait l'alchimie sous la direction du père de Risa, un grand alchimiste qui avait mis au point une forme destructrice d'alchimie et qui est celle des flammes. Avant de mourir, le maître confia à Mustang la responsabilité de protéger sa fille car les secrets de ses recherches sont gravés sur le dos de Risa sous forme de tatouage. Et plus tard pendant la guerre d'Ishval, le gouvernement d'Amestris mobilise les alchimistes d'État sur le champ de bataille après l'ordre direct du roi Bradley. Des alchimistes comme Roy Mustang, Armstrong, Kimbley ou Basque Grand utilisent leur pouvoir pour massacrer les habitants d'Ishval. Mustang, Risa et Hughes se rendent compte de l'horreur de leurs actes et du rôle de l'armée dans ce génocide. Dans le présent, Edward rend visite à Risa et lui rend le pistolet qu'elle lui avait donné. Elle lui explique le poids moral de ses actes pendant la guerre et lui révèle que Mustang cherche à devenir le roi pour réformer Amestris et juger les criminels de guerre, y compris lui-même. De son côté, Scar continue d'interroger Marco sur la guerre d'Ishval. Il révèle que l'armée utilisait les prisonniers pour créer des pierres philosophales dans le 5e laboratoire. Ces pierres ont ensuite été confiées à Kimbley qui les a utilisées pour détruire des villes entières pendant la guerre. Scar comprend alors que le massacre de son peuple faisait partie d'un plan plus vaste. Lorsque Envy revient voir Marco dans la base souterraine, il découvre le mot vengeance écrit sur le mur avec du sang. Il comprend rapidement que Marco s'est échappé et qu'il a probablement rejoint Scar, mettant en danger le plan des homonculus. Pendant ce temps, Edward discute avec Risa, qui lui révèle que son nouveau poste près du roi pourrait lui permettre d'assassiner Bradley si l'occasion se présente. Edward retrouve ensuite Alphonse et lui explique tout ce qu'il a appris sur la guerre d'Ishval et sur les intentions de Roy Mustang de réformer le pays une fois devenu roi. Ailleurs dans Central, Kimbley est libéré de prison par les homonculus. Envy lui confie une mission, traquer Scar et capturer Marco en semant la destruction sur son passage. Pour cela, Kimbley reçoit une pierre philosophale qui lui donne un immense pouvoir destructeur. Les deux frères continuent de chercher Mei Chang dans Central afin d'en apprendre davantage sur l'alcaestrie. Mais ils découvrent finalement qu'elle a quitté la ville et a pris un train vers le nord. Grâce à un message transmis par Roy Mustang, ils reçoivent une lettre d'autorisation pour se rendre à la forteresse de Briggs, dirigée par la sœur d'Armstrong. Pendant ce temps, Kimbley et ses hommes poursuivent Scar et Marco. Ils remarquent que Scar agit volontairement de façon plus visible que d'habitude, comme s'il voulait attirer l'attention. Les deux hommes parviennent à semer leurs poursuivants en sautant d'un train en marche et en disparaissant dans la forêt. En parallèle, Mustang rencontre secrètement son allié Grumman. Il lui révèle que le commandement militaire est infiltré par une conspiration liée aux homonculus. Grumman comprend que quelque chose de très grave se prépare au sommet de l'armée et envisage de soutenir Mustang dans le futur. Les frères Elric découvrent par hasard que le jeune Selim, fils du roi, admire Edward et rêve de devenir alchimiste d'État comme lui. Invité chez la famille Bradley, il constate que la femme et le fils du roi Bradley ignorent totalement sa véritable nature d'homonculus. Cette rencontre met Edward et Alphonse mal à l'aise, car ils réalisent que même la famille du roi vit dans l'illusion. Finalement, les frères Elric quittent Central et prennent un train vers le nord pour rejoindre la forteresse de Briggs et retrouver Mei Chang. Kimbley analyse les traces laissées par Scar et comprend que celui-ci se dirige vers le nord. Pendant ce temps, Edward et Alphonse
arrivent eux aussi dans la région nordique, sans savoir que Kimblee est aussi sur leur trace. D'ailleurs, de son côté, ça chauffe. Un gros combat éclate entre les deux anciens ennemis de la guerre d'Ishval. Car prend l'avantage et blesse gravement son adversaire, mais il utilise sa pierre philosophale pour faire exploser les wagons et se séparer de son adversaire, jurant de reprendre leur duel plus tard. De leur côté, les frères Elric arrivent dans les montagnes glacées de Briggs, mais ils sont immédiatement pris pour des espions et attaqués par la patrouille locale. Ils sont capturés et amenés devant la commandante de la forteresse, Mira Armstrong. Malgré la lettre de recommandation de son frère, elle la déchire et déclare qu'elle juge les gens par elle-même. Au final, elle accepte de laisser les frères entrer dans la forteresse, en leur faisant comprendre qu'ils viennent d'arriver dans un endroit où seuls les plus forts survivent. La commandante de la forteresse interroge ensuite Edward et Alphonse sur les raisons de leur venue. Les frères racontent seulement une partie de la vérité sans mentionner les homonculus ni le roi Bradley. Elle accepte de les laisser rester à Briggs, surtout parce que l'alcaestrie de Mai Chang l'intéresse. Le Major Miles accompagne ensuite les frères pour faire visiter la forteresse et révèle qu'il est lui aussi en partie originaire d'Ishval. Il explique qu'à Briggs, seule la survie et la coopération comptent, quelles que soient les origines. Pendant ce temps, un événement étrange survient sous la forteresse. Un gigantesque homme surgit du sous-sol après avoir creusé un tunnel à main nue. Les frères Elric reconnaissent immédiatement le symbole de l'Ouroboros et comprennent qu'il s'agit de Sloss, un homonculus chargé de creuser un passage souterrain. Les soldats de Briggs tentent de l'arrêter, mais les balles sont inefficaces contre son corps extrêmement résistant. Mira Armstrong intervient alors personnellement et mène l'attaque avec un char de combat. Même les explosions ont du mal à l'endommager, car Sloss possède une incroyable capacité de régénération. Comprenant que la créature est faite comme un corps humain mais amplifié par une pierre philosophale, elle met un plan pour neutraliser l'homonculus Sloss. Les soldats attirent la créature dans un ascenseur, puis la projettent hors de la forteresse avec un char. Une fois dehors, Edward et les soldats l'aspergent d'un carburant spécial qui se vaporise dans le froid extrême. Le gel l'affaiblit et le plonge dans une sorte d'hibernation. Pendant ce temps, Kimblee est hospitalisé après son combat avec Scar. Le Major Miles lui rend visite et lui fait comprendre que Briggs n'est pas un territoire où il peut agir librement. Peu après, le général Raven vient le voir avec le médecin responsable de la création du roi Bradley, révélant que Kimblee possède toujours des pierres philosophales et qu'il sera bientôt remis sur pied. Edward de son côté trouve finalement la vérité sur les homonculus. La pierre philosophale est leur chef appelé Phaser. En reliant plusieurs massacres historiques à travers le pays dont celui d'Ishval, il réalise que ces événements forment un gigantesque cercle de transmutation couvrant tout Amestris. Ce qui veut dire que les homonculus n'utilisent pas simplement le pays pour créer des pierres philosophales géantes. En réalité, ils ont eux-mêmes fondé Amestris dès le départ dans ce but, manipulant toute son histoire pour préparer ce rituel. Comprenant que la prochaine zone du cercle pourrait être Briggs, Armstrong décide d'en apprendre davantage. Dans un flashback, Vannon et Naïm vivent encore à Resemble avec Trisha et leurs enfants Edward et Alphonse. Ils se révèlent être immortels à cause de la pierre philosophale contenue dans son corps. Craignant de transmettre cette malédiction à ses fils, il décide finalement de quitter sa famille afin d'empêcher une catastrophe future. Dans le présent à la forteresse, la situation se complique. Pendant que Mira Armstrong discute avec Raven, les frères Elric espionnent la conversation et confirment l'existence d'un complot parlant de l'immortalité. Dans le même temps, une équipe envoyée explorer le tunnel creusé par Sloss est massacrée par une mystérieuse créature dans l'obscurité. Raven ordonne ensuite de sceller le tunnel et il nous apprend que Sloss est une créature expérimentale travaillant pour l'armée. Comprenant que Raven est directement impliqué dans le complot des homonculus, Armstrong décide d'agir. Elle fait semblant d'accepter l'offre de Raven d'intégrer le projet d'immortalité, puis le tue en le jetant dans le ciment utilisé pour sceller le tunnel, faisant disparaître toutes les preuves. Pendant ce temps, Kimblee observe la situation à Briggs et reste méfiant. Il révèle ensuite aux frères Elric qu'une visiteuse est venue les voir et qu'il s'agit de Winry. Elle a été envoyée à Briggs par l'armée pour réparer l'automate d'Edward, ce qui inquiète immédiatement les frères, car cela signifie que le roi Bradley continue de les surveiller. Au même moment, à Central City, Mustang apprend que Kimblee a mystérieusement été guéri puis envoyé au nord. Il reçoit aussi un message secret dissimulé dans un bouquet de fleurs provenant d'Armstrong, signe qu'un nouveau mouvement contre la conspiration est en train de se préparer. Winry installe à Edward un nouvel automate conçu pour résister au froid extrême du nord. Pendant la réparation, il lui révèle discrètement ne pas faire confiance à Kimblee, mais Winry croit encore que ce dernier est une bonne personne car il a parlé avec respect de ses parents morts pendant la guerre d'Ishval. Pendant ce temps, les soldats de Briggs explorent ce tunnel creusé par Sloss. Ils découvrent les restes mutilés de l'équipe précédente et comprennent qu'une créature mystérieuse se cache dans l'ombre du tunnel. Une entité faite d'ombre et d'œil apparaît brièvement avant de disparaître, ce qui terrifie les survivants. À Central City, Risa apporte des documents chez la famille Bradley et reçoit une présence inquiétante derrière elle. Elle découvre que le fils du roi, Selim Bradley, est en réalité l'homonculus Pride, le premier et le plus dangereux des homonculus. Pride lui révèle son identité et la menace subtilement, montrant que ses ombres peuvent la tuer à tout moment. Lorsque Mustang l'appelle en se faisant passer pour un fleuriste, elle refuse de lui révéler la vérité au téléphone, sachant que Pride peut surveiller ses moindres mouvements. Pendant ce temps, dans la ville minière abandonnée de Bascoul, Edward et Alphonse participent à la recherche de Scar sous les ordres de Kimblee. Les frères profitent d'une diversion pour échapper à leur garde et retrouvent par hasard Mai Chang et Marco. Pendant ce temps, Scar est attaqué par deux hommes de Kimblee, Jerzo et Zampano, qui se révèlent être des chimères. Les frères Elric interviennent et parviennent à les neutraliser en utilisant l'alchimie. Ils affrontent ensuite Scar, mais Winry surgit soudainement et interrompt le combat. Peu après, Miles arrive avec des soldats pour arrêter le criminel. Winry demande à parler à l'homme qui a tué ses parents, mais il refuse de se justifier. Mais soudain, une explosion retentit à l'extérieur, créant le chaos. Edward sort alors du bâtiment et annonce à Kimblee que Winry a été capturé par Scar. Sur le toit, Scar apparaît effectivement en tenant Winry en otage. Edward empêche Kimblee d'attaquer avec son alchimie afin de ne pas mettre Winry en danger, permettant ainsi à Scar de s'échapper dans la tempête. Mais peu avant cette scène, on apprend que c'était un coup monté. À l'intérieur du bâtiment, Winry avait soigné les blessures de Scar malgré ce qu'il a fait à sa famille. Pendant ce temps, le Major Miles révèle qu'il est lui-même originaire d'Ishval. Il explique qu'il sert dans l'armée pour changer la
la perception des habitants d'Ishval de l'intérieur. Face à cette discussion, Scar commence à remettre en question son chemin uniquement guidé par la haine. Marco et Mei Chang arrivent ensuite et expliquent que Scar est indispensable pour déchiffrer les notes laissées par son frère sur l'alchimie et l'alcaïsterie. Miles propose alors de le cacher lui, Marco et Mai à la forteresse afin d'analyser les recherches et le gigantesque cercle de transmutation couvrant tout Amestris. Pour rendre la fuite crédible, Winry accepte de jouer le rôle d'otage afin de détourner les soupçons de Kimblee. Pendant ce temps, les chimères Jerzo et Zampano sont capturés. Alphonse refuse de les exécuter et leur donne de l'espoir en révélant que lui-même vit dans une armure et qu'il est peut-être possible de restaurer un jour leur corps. Les deux chimères acceptent alors de coopérer et rejoignent le groupe en fuite. Le plan fonctionne, Scar s'enfuit avec Winry tandis que Marco, Mai et les chimères passent par le tunnel de l'ancienne mine pour rejoindre Briggs. Mais un nouveau problème apparaît. Miles apprend que Mira Armstrong a été convoquée à Central et que des officiers du commandement central ont pris le contrôle de la forteresse, ce qui fait désormais de Briggs un piège pour les fugitifs. Comme la tempête empêche toute poursuite, Alphonse décide de partir seul dans le blizzard pour prévenir Scar et les autres avant qu'ils n'arrivent au fort. Durant son voyage, il a une vision étrange de la porte de la vérité et il aperçoit son propre corps humain extrêmement affaibli, ce qui lui fait craindre que son âme et son armure commencent à le rejeter. Pendant ce temps, à Central City, Phaser prépare son plan final en plaçant les positions d'un gigantesque cercle de transmutation. Il confirme déjà avoir plusieurs sacrifices humains nécessaires à son rituel. Edward, Alphonse, Van Onenheim et Izumi Curtis, mais il lui manque aussi un dernier sacrifice pour compléter son plan. À Central City, Mira Armstrong est convoquée par le roi Bradley après la disparition du général Raven. Plutôt que de le nier, elle affirme l'avoir éliminé car elle parlait trop du projet d'immortalité et du véritable plan derrière Amestris. Impressionné par son audace, Bradley lui accorde une place à Central Command en échange du contrôle total de la forteresse, ce qui permettrait à Armstrong d'infiltrer le cœur du complot. Pendant ce temps, Mustang et Risa communiquent discrètement dans la cafétéria grâce à un code secret. Mustang découvre alors la vérité, Selim Bradley est en réalité l'homunculus Pride. Juste après ça, on découvre un flashback nous montrant l'origine de Phaser plusieurs siècles auparavant dans le royaume de Xerxes. À l'époque, un esclave nommé numéro 23 reçoit un nom, Van Onenheim, d'une créature enfermée dans une fiole, un homunculus créé à partir de son sang. Cette créature lui enseigne la connaissance et l'alchimie, puis manipule le roi de Xerxes en lui promettant l'immortalité. Le rituel final se transforme en catastrophe, un immense cercle de transmutation sacrifie toute la population du royaume pour créer deux pierres philosophales vivantes. L'homunculus obtient un corps humain et devient Phaser, tandis que Onenheim hérite lui aussi d'une pierre philosophale dans son corps, contenant les âmes des habitants de Xerxes. Dans le présent, Onenheim rencontre Izumi et son mari Zik Curtis. Constatant que la santé d'Izumi est gravement endommagée depuis sa transmutation humaine, Onenheim utilise les pouvoirs de sa pierre philosophale dans son corps pour réorganiser ses organes et améliorer sa circulation sanguine. Il révèle alors sa vraie nature, il est lui-même une pierre philosophale sous forme humaine. Pendant ce temps dans le nord, Edward explique à Miles et aux soldats de Briggs la véritable nature de la pierre philosophale. Chaque pierre est créée à partir de sacrifices de nombreuses vies humaines. Edward espère ne jamais voir une pierre de grande taille, car elle représenterait une menace immense. Dans les mines près de Baskoul, nos héros tentent de fuir à travers les tunnels. En étudiant les notes du frère de Scar, ils découvrent un concept lié à l'alcaïsterie, un être parfait lié à l'immortalité, ce qui confirme que ces recherches pourraient révéler un majeur secret sur la pierre philosophale. Pendant ce temps à la forteresse, Miles prépare un plan pour éliminer Kimblee et ses hommes. Edward s'oppose à l'idée de tuer les chimères, mais Miles insiste sur la dure réalité de Briggs. Hésiter peut coûter la vie. Pour permettre à leurs alliés de fuir, Edward reste derrière et affronte Kimblee afin de le retarder. Mais il comprend rapidement le piège et utilise son alchimie pour créer un brouillard qui neutralise les tireurs d'élite. Edward se retrouve alors seul face à Kimblee et aux chimères Henkel et Darius. Après un combat difficile, il parvient à battre les chimères et blesse Kimblee pour l'empêcher d'utiliser son alchimie. Mais on découvre qu'il possède une seconde pierre philosophale cachée dans sa bouche et qu'il va provoquer une énorme explosion. Edward est gravement blessé par une poutre métallique qui transperce son corps. Il se retrouve piégé sous les décombres avec les chimères. Malgré la douleur et la perte de sang, il utilise l'alchimie pour retirer les décombres de là et coaguler sa blessure. Impressionné par sa détermination et par le fait qu'il les ait sauvés, Henkel et Darius décident de trahir Kimblee. Les deux chimères récupèrent la pierre philosophale qu'il a perdue et emmènent Edward chercher un médecin. D'ailleurs, Kimblee de son côté est déjà reparti chercher Scar et les autres. Et en parlant d'eux, ils sont actuellement dans une maison abritée où ils peuvent se cacher. Il regarde alors les notes du frère de Scar. Elle parle du gigantesque cercle d'alchimie autour d'Amestris, mais aussi d'un soi-disant deuxième énorme cercle d'alcaïsterie qui serait capable de contrer le rituel des homunculus. Pendant ce temps, dans les tunnels sous Baskoul, Kimblee découvre le passage creusé par Sloss. Il y rencontre Pride qui lui ordonne d'abandonner la poursuite de Scar et de provoquer un massacre à la forteresse. Au même moment, Sloss termine le gigantesque tunnel souterrain, complétant ainsi le cercle de transmutation national autour du pays. À Réol, Van Onenheim découvre l'un des tunnels secrets du cercle. Il y affronte Pride et comprend que l'homunculus ne peut se déplacer librement qu'à l'intérieur du tunnel et de la zone de Central City. Avant de partir, il annonce qu'il viendra bientôt affronter Phaser, déclarant ainsi la guerre contre lui. Dans le nord, la situation empire. Une armée du pays voisin Drakma attaque la forteresse. En réalité, cette offensive est manipulée par Kimblee pour créer un nouveau bain de sang nécessaire au cercle de transmutation. Mais bon, elle se fait rapidement écraser par les canons de la forteresse. Zampano attire Envy dans un piège préparé par Mai grâce à l'alcaïsterie. Après un combat violent, Marco utilise ses connaissances des pierres philosophales pour attaquer directement celle d'Envy, ce qui détruit son immense corps. L'homunculus survit seulement sous la forme d'une petite créature. Le groupe capture donc leur ennemi dans un bocal et apprend une nouvelle inquiétante. Edward n'est jamais revenu des mines de Baskoul.
cool. Les alliés se préparent ensuite pour la suite de leur plan. Scar part avec Marco pour trouver un moyen de changer le destin d'Amestris. Alphonse décide de se rendre à Réole afin de détruire une partie du tunnel du cercle de transmutation et gagner du temps. De son côté, Mai est envoyé vers Rising avec la créature Envy afin de protéger son clan et d'emporter une preuve du plan des homonculus. Et à peine arrivé vers la ville de Réole, Alphonse, Winry et les autres retrouvent Rose. Au moment où ils discutent de la disparition d'Edward, Van Onenheim apparaît soudainement, ce qui surprend tout le monde. Il révèle lui aussi un énorme secret. Il était autrefois un esclave dans l'ancien royaume de Xerxes et son corps est devenu une pierre philosophale vivante contenant les âmes des habitants sacrifiés. Il explique aussi que l'ennemi principal, Phaser, possède un corps créé à partir de lui et que le vaincre nécessitera de détruire ce récipient. Pendant ce temps, à Central Command, Mira Armstrong découvre un nouveau secret militaire, une armée de soldats mannequins, des combattants artificiels alimentés par des âmes humaines destinés à former une légion immortelle. Caché dans la base, Bido découvre cette armée mais tombe sur Grid dans le corps de Ling. En tentant de lui rappeler leur ancienne amitié, il se fait tuer, ce qui déclenche en Grid un conflit intérieur lorsque les souvenirs de son ancienne vie remontent à la surface. Dans le nord, Edward a survécu à ses blessures et se cache avec les chimères Darius et Enkel. Après avoir payé un médecin pour ses soins, ils se font repérer par l'armée, mais Edward neutralise les soldats et parvient à s'échapper avec ses alliés. À Réole, Onenheim prévient que le plan d'Alphonse pour détruire le tunnel du cercle de transmutation ne fonctionnera pas tant que Pride en gardera l'accès, mais il affirme aussi que le moment décisif approche. Le jour promis n'est pas encore arrivé, ce qui signifie qu'il reste encore du temps pour arrêter le plan des homonculus. À la résidence du roi, il se passe quelque chose de fou. Grid attaque Bradley, un autre homonculus. Le combat est féroce, mais Bradley prend rapidement l'avantage. Grid survit quand même grâce à son ultime bouclier, il brise l'épée du roi et s'échappe par une fenêtre. Au domaine de la famille Armstrong, Mira force un duel contre son frère Louis pour devenir la nouvelle chef de la famille. Elle remporte le combat et révèle à son frère qu'elle joue simplement un rôle au sein de Central Command afin de mieux s'opposer au complot qui contrôle le pays. Pendant ce temps, Mai Chang traverse la ville de Yuzvel avec Envy à l'état de larve dans un bocal. Il tente de la manipuler en lui expliquant que la véritable source d'immortalité se trouve à Central. Et ça marche, puisqu'elle retourne directement sur ses pas vers la capitale. Edward de son côté retrouve la planque détruite du colonel Mustang. Il y rencontre Ling, qui a brièvement repris le contrôle du corps partagé avec Grid. Il révèle que Phaser prépare un événement appelé le jour promis. En gros, c'est le moment où la porte de la vérité sera ouverte. Grid reprend ensuite le contrôle, mais Edward réussit à négocier une alliance. Il accepte de devenir son subordonné pour obtenir des informations. Grâce à Izumi Curtis, un message circule parmi les alliés aux soldats de la forteresse jusqu'à plusieurs contacts de l'armée. Le message révèle que le jour promis aura lieu au printemps et que les forces du nord et de l'est se préparent déjà à agir. Dans l'animé, plusieurs mois s'écoulent et on arrive au printemps, plus proche que jamais du jour promis. Edward se cache à Resemble, se faisant réparer son automail par Winry. Il explique que le jour promis sera le moment décisif où les homonculus lanceront leur plan, et il demande à Winry de fuir le pays par sécurité. Mais elle refuse et l'ordonne de gagner la bataille et qu'ils reviennent vivants avec Alphonse. Pendant ce temps, Scar et Marco reviennent de leur voyage avec de nombreux alliés d'Ishval. Leur objectif n'est pas simplement de sauver Amestris, mais de transformer le pays pour que les crimes contre Ishval soient enfin reconnus. Dans l'Est, les troupes de Mira Armstrong et celles du général Grumman organisent un entraînement militaire commun, qui sert en réalité de couverture pour un futur coup d'état contre Central Command. Dans le train vers Central, Alphonse est attaqué par Gluttony et immobilisé par Pride. Son âme étant instable, il ne peut pas se défendre et Pride décide de le garder captif jusqu'au jour promis. Pendant ce temps, le plan contre Bradley se déclenche enfin. Les forces de l'Est font exploser le train du roi sur un pont, ce qui permet d'attaquer Central. Dans la capitale, Risa et les hommes de Mustang se préparent à agir alors que la panique gagne le commandement militaire. Phaser apparaît lui-même au quartier général avec Sloss, rappelant que malgré la disparition de Bradley, le véritable maître d'Amestris est toujours là. À Kanama, Edward retrouve enfin Van Onenheim et l'attaque immédiatement par colère. Son père accepte de tout lui révéler. Étant lui-même une pierre philosophale vivante, il explique que le plan de Phaser culminera le lendemain lors de l'éclipse du jour promis. Il demande l'aide d'Edward pour arrêter ce plan, mais le garçon refuse de coopérer avec lui et décide de suivre sa propre voie. Pendant ce temps, Alphonse réapparaît soudainement devant Edward et son groupe, mais Grid comprend immédiatement qu'il est contrôlé par Pride. L'homonculus utilise le corps vide d'Alphonse comme marionnette et l'attaque avec ses ombres. Edward provoque volontairement une panne d'électricité dans la ville pour priver Pride de lumière et affaiblir ses pouvoirs. En cherchant l'origine réelle des ombres, les combattants découvrent que le véritable corps de Pride est celui de Selim Bradley caché à proximité. Enkel parvient à le repérer grâce à ses sens de chimère, tandis que Gluttony arrive pour les empêcher d'attaquer. Darius se transforme alors en chimère pour l'affronter. Grid laisse momentanément le contrôle à Ling afin d'utiliser ses capacités sensorielles contre les homonculus. Au moment où Gluttony révèle sa véritable forme et s'apprête à attaquer, Lanfan se joint au combat. Elle est revenue avec un bras automaï qui tranche le corps de Gluttony. Fu rejoint le combat et utilise une technique d'alcaestrie qui permet de ressentir et de localiser les ennemis. Grâce à cela, il confirme la présence de plusieurs sources d'énergie inhabituelles. Gluttony, Pride et aussi Van Onenheim à
proximité. Pendant ce temps, Edward affronte Selim qui utilise le corps d'Alphonse comme marionnette. Il provoque une coupure de lumière et utilise des grenades flash pour affaiblir les ombres de Pride, tandis que Henkel tente de maintenir Selim Bradley immobilisé, révélant que le véritable corps de Pride est bel et bien celui de l'enfant. Mais il déclenche un incendie dans la forêt pour recréer de la lumière, ce qui lui permet de reprendre l'avantage. Dans un autre endroit de Central City, Mustang reçoit de nouvelles preuves confirmant que Selim Bradley n'est pas humain. Des photos anciennes prouvent qu'il existe depuis des décennies sans vieillir et qu'aucune trace réelle de sa famille n'existe. Après avoir détruit le bar pour effacer les preuves, Mustang rejoint Risa et ses hommes afin de préparer leur plan d'action pour le jour promis. Sur le champ de bataille, la situation empire lorsque Pride comprend que lui et Gluttony ont presque épuisé leur pierre philosophale. Pour survivre, il tue et absorbe Gluttony, récupérant sa pierre et son odorat surhumain, ce qui lui permet désormais de traquer ses ennemis avec précision. Au même moment à Central, Phaser et les dirigeants militaires analysent les mouvements de Mustang et devinent qu'il pourrait tenter de capturer Madame Bradley. Leurs soupçons se confirment immédiatement. Mustang et son équipe interceptent la voiture de l'épouse du roi et la prennent en otage, déclenchant la prochaine étape de leur plan contre le pouvoir qui contrôle la maîtrise. Près de Kanama, le combat contre Pride continue. Edward, Greed et Lanfan tentent de le retenir, tandis que Pride cherche à capturer le garçon pour forcer Van Onenheim à sortir de sa cachette. La bataille devient de plus en plus dangereuse car les incendies autour de la ville créent de nombreuses sources de lumière qui renforcent les ombres et ainsi les pouvoirs de Pride. Pour stopper l'homonculus, Alphonse et Onenheim mettent en place un plan risqué. Il utilise l'alchimie pour soulever la terre et crée un immense dôme qui bloque toute lumière. À l'intérieur, Alphonse se sacrifie volontairement en restant enfermé avec Pride. Il peut survivre sans nourriture ni air, tandis que Pride ne peut plus utiliser ses ombres dans l'obscurité. L'objectif est simple, immobiliser l'homonculus jusqu'à la fin du jour promis. Pendant ce temps, Greed comprend que plusieurs homonculus sont déjà hors jeu. Lust est morte, Gluttony et Envie sont neutralisés, et Pride est maintenant piégé. Il réalise qu'il ne reste à Phaser que peu de défenseurs à Central City et envisage de profiter de la situation pour s'emparer du pays. Au même moment, Scar, Marco et leurs alliés arrivent près du groupe d'Edward et commencent à coordonner leurs actions pour l'affrontement final. Les chimères autrefois au service de Kimblee confirment qu'elles ont abandonné leurs anciens camps et rejoignent désormais Edward. Alors que l'éclipse approche et que le jour promis commence officiellement, plusieurs fronts s'activent à travers le pays. À Central Command, Mustang lance son opération en prenant Madame Bradley en otage, mais l'état-major ordonne de tuer tout le groupe même si l'épouse du roi doit mourir. Elle n'est en réalité qu'un pion pour le régime. Mustang et son équipe parviennent à battre en retraite après s'être fait stopper, mais ils reçoivent un soutien inattendu. Catalina et Maria Ross arrivent avec un camion rempli d'armes et de munitions. On découvre que Jean Avoc a organisé un réseau clandestin pour les ravitailler pendant la rébellion. Pendant ce temps, les soldats de la forteresse passent à l'attaque au cœur de la capitale. Sous les ordres de Mira Armstrong, ils surgissent dans la ville et attaquent les forces de Central. Au quartier général, elle retourne la situation contre les généraux corrompus. Elle tue l'un d'eux et prend le contrôle de la salle. À l'extérieur de la ville, Edward et ses alliés apprennent que la bataille a commencé. Avec Scar, Van Onenheim et les chimères, ils décident d'attaquer librement les tunnels souterrains pour atteindre Phaser et empêcher l'activation du cercle de transmutation. Le groupe se prépare pour multiplier les attaques. Phaser ressent les mouvements de ses ennemis et active une nouvelle arme. Les mannequins soldats, des créatures artificielles alimentées par des âmes humaines. Sauf qu'en réalité, ces armes ne sont que des prototypes même pas encore testés. Ils se retournent immédiatement contre leur créateur et dévorent le général puis le scientifique. Peu après, ils commencent à envahir les tunnels à la base de Phaser. Dans les souterrains, Edward, Scar et les chimères découvrent l'entrée du repère. Lorsque la porte s'ouvre, une horde de mannequins soldats en sort. Edward comprend que ces monstres contiennent des âmes humaines et le groupe décide de les combattre dans les tunnels pour éviter qu'ils atteignent la surface. Au quartier général, Mira Armstrong tente de forcer un général à rappeler les troupes qui combattent Mustang et les soldats de Briggs. Mais Sloss apparaît soudainement. Il tue le général et attaque Armstrong. Elle est sauvée de justesse par son frère qui se prépare à affronter l'homonculus. Dans la forêt près de Kanama, le plan visant à piéger Selim échoue lorsque Kimblee découvre leur position grâce à un code transmis par Pride. Kimblee attaque le dôme créé par Van Onenheim et libère l'homonculus. Alphonse tente de protéger Henkel mais se retrouve immobilisé. Dans les tunnels de Central, Mai Chang est poursuivi par les mannequins soldats et perd le bocal contenant Envie. Un des monstres l'avale mais Envie prend le contrôle du corps, absorbe les autres créatures et retrouve sa forme originale. Gravement blessé, Henkel confie à Alphonse une petite pierre philosophale récupérée autrefois. Bien qu'il refuse normalement d'utiliser ce pouvoir fait d'âme humaine, il accepte pour continuer le combat. Grâce à la pierre, il répare son armure et revient au combat face à Pride et Kimblee. Il tente de piéger Pride une nouvelle fois avec des bombes flash et un dôme de terre, mais Pride parvient à s'adapter grâce à l'odorat hérité de Gluttony. Au moment où Alphonse semble perdu, Henkel est guéri par Marco grâce à une autre pierre philosophale et attaque Kimblee par surprise, ce qui permet au groupe de s'échapper en voiture vers Central. Gravement blessé, Kimblee est finalement absorbé par Pride pour survivre et renforcer ses pouvoirs. Au quartier général, les deux Armstrong affrontent Sloss. Malgré sa taille massive, l'homonculus se révèle être le plus rapide de tous.
mais il découvre que son point faible se trouve sous la peau. Pourtant, le combat reste extrêmement dangereux, car Sloss régénère continuellement ses blessures. Dans les tunnels, Mai Chang s'échappe de Hanvi qui a retrouvé une forme physique en absorbant plusieurs mannequins soldats. Elle réalise que ces créatures contiennent des pierres philosophales et réalise que ces âmes pourraient être la clé pour sauver son clan. Pendant ce temps, Edward, Scarlet et Chimère continuent de lutter contre les soldats mannequins dans les souterrains. Alors que la situation devient critique et qu'ils arrivent à bout de souffle, Mustang surgit soudainement en détruisant un mur avec son alchimie de flamme et rejoint le combat aux côtés d'Edward. À Central City, une annonce est diffusée à la radio pour le peuple. Elle révèle la vérité sur les agissements du roi et de l'armée. Grâce à cette diffusion, l'opinion publique penche en faveur de Mustang. Il révèle au peuple qu'il est à l'origine de ce coup d'état. En parallèle, il tombe sur Hanvi et un combat s'apprête à démarrer. Izumi Curtis arrive à aider les deux Armstrong contre Sloss. Ça fait mal. Il ne l'aura pas fallu longtemps avant de le vaincre car il a utilisé toute sa pierre philosophale. Au même moment, Van Onenheim confronte Phaser et découvre ses véritables intentions. Utiliser la pierre philosophale en lui pour devenir un être parfait via le cercle de transmutation national. Les Armstrong et le couple Curtis retrouvent soudainement le roi Bradley. Il a en réalité survécu à l'attentat du train et il arrive à Central bien décidé à éliminer les résistants. Onenheim avec les âmes des habitants de Xerxes attaque le corps de Phaser, mais il évolue et révèle une nouvelle forme beaucoup plus puissante, préparant son ascension pour devenir l'être parfait. À Central, le roi Bradley mène son assaut en détruisant le tank des Briggs et élimine leurs soldats froidement. Les Briggs sont débordés tandis que les civils et les soldats comprennent que Bradley est vivant. Ling sous forme de Grid intervient pour affronter Vras. Motivé par une haine personnelle, il utilise sa connaissance du style de combat de Bradley pour exploiter ses points faibles. Leur duel est intense et Buccaneer tente d'intervenir mais Vras ne trahit sans souci les renforts. Un des gardes de Ling surgit en utilisant des fumigènes et attaque Bradley pour protéger son prince. Vras continue d'affronter Ling et son garde dans un duel violent. Fu se sacrifie avec les bombes. Lan Fan assiste impuissante à la mort de son grand-père. Edward, Alphonse et Izumi progressent dans le sous-sol en affrontant des soldats zombies. Mais tout d'un coup, le cercle de transmutation atteint finalement sa phase finale. La porte est invoquée. Les tremblements continuent d'affecter toute la ville de Central. Grid poursuit le combat contre Vras avec Lan Fan qui essaye d'aider malgré sa blessure. Le roi Bradley reçoit finalement une blessure mortelle après que Buccaneer et Fu aient sacrifié leur vie pour l'affaiblir. Ling, désormais immortel grâce à Grid, prend le contrôle du combat et défend la porte principale contre les troupes de Central. Onenheim, piégé dans le corps de Phaser, est reconnu par Edward et le groupe. Il menace d'utiliser la pierre philosophale. Le docteur tente de le forcer à pratiquer la transmutation humaine pour sauver Risa, mais il refuse toujours en montrant qu'il ne cédera pas face aux manipulations malgré le danger. Pride utilise ses ombres pour forcer Mustang à devenir un sacrifice, ce qui lui coûte sa vue et affaiblit partiellement son corps. Mais il ne cède toujours pas. Scar attaque pour distraire les homonculus, tandis que Mai réveille Alphonse dont l'âme était encore séparée de son corps. Tous les sacrifices sont réunis et transportés à la porte. Phaser déclenche l'étape ultime de son plan lors de l'éclipse. Les frères Elric et Izumi affrontent les homonculus et tentent de protéger Mustang. Mai attaque Pride mais est gravement blessé par une transmutation de Phaser. Les survivants d'Ishval posent des cercles de transmutation inversés à travers Central pour contrer l'énergie de Phaser. Grid rejoint le combat pour l'attaquer et perturber son contrôle sur les sacrifices. Mais Phaser conserve l'avantage en concentrant toute son énergie dans un cercle central. Lorsqu'il active son rituel, tous les sacrifices sont utilisés pour ouvrir la porte de la vérité. Les âmes des habitants d'Amestris sont extraites de force comme à l'époque avec Xerxes. Phaser prend une forme titanesque et tente de fusionner le pouvoir divin à la Terre. Il atteint l'apogée de son plan en tirant la puissance du dieu vers la Terre lors de l'éclipse solaire, plongeant Amestris dans le chaos et la mort. Edward, Alphonse, Izumi et Mustang sont confrontés à Phaser dans son nouveau corps. Onenheim révèle qu'il avait préparé depuis des décennies un plan pour contrer Phaser en dispersant des âmes dans tout le pays afin d'activer un cercle de transmutation nationale inversé au moment opportun. Les survivants d'Ishval activent le cercle inversé à travers le pays, ce qui libère les âmes des 50 millions d'habitants d'Amestris et affaiblit considérablement Phaser. Les alchimistes reprennent leur pouvoir et attaquent Phaser avec une coordination parfaite. Edward se libère de Pride grâce à l'intervention de l'esprit de Kimblee, puis il utilise sa propre âme pour fusionner temporairement en une pierre philosophale et pénétrer dans la conscience de Pride pour le détruire. La bataille finale contre Phaser atteint son apogée. Il a absorbé le dieu. Il utilise son immense puissance pour écraser tout sur son passage et tuer des dizaines de millions de personnes, ressuscitant même les âmes de Xerxes sous forme humaine avant de les anéantir à nouveau. Au-dessus du sol, Grid et les alchimistes affrontent directement Phaser. Malgré la coopération de tous, il est invincible. Sauf qu'Onenheim et les alchimistes voient que Phaser a atteint ses limites, incapable de contenir le dieu plus longtemps. Edward se retrouve bloqué et vulnérable face à Phaser, tandis qu'Alphonse est gravement endommagé, se sacrifie pour sauver son frère. Mai coordonne une transmutation qui permet à Alphonse de reconnecter son âme à son corps, lui restituant sa pleine puissance. Edward, maintenant opérationnel avec ses deux bras humains restaurés, contre-attaque avec une transmutation massive.
Phaser est définitivement vaincu. Après que Green se sacrifie pour l'affaiblir en utilisant son pouvoir de carbonisation et que Ling et Lanfan interviennent pour trancher le bras de Phaser, Edward profite de la fragilité de l'homonculus pour briser son corps et libérer les âmes de Xerxes. Phaser, épuisé et incapable de contenir le dieu, se fait aspirer par les mains noires de la porte et est confronté à la vérité, qui lui révèle que son échec vient de son incapacité à évoluer et à croire en lui-même. Il est renvoyé à sa prison originelle, puni pour sa vanité et son désir de tout connaître. Edward et ses alliés trouvent Alphonse mortellement endommagé. Refusant de sacrifier d'autres vies en utilisant une pierre philosophale pour restaurer son frère, Edward utilise un dernier cercle de transmutation humaine pour échanger sa propre porte contre la restauration complète d'Alphonse. La vérité rigole et lui demande s'il est bien conscient de son choix, car après cet échange, il ne sera plus du tout capable d'utiliser l'alchimie. Mais il est certain de son choix et accepte bel et bien. Les frères Elric se retrouvent enfin alors qu'Amestris est finalement sauvé, et Edward restitue le corps miniature de Pride à Madame Bradley. Le roi et Selim sont confirmés morts, et les responsables de Central Command sont arrêtés. Van Onenheim, satisfait du succès de son fils et réconcilié avec sa propre vie, meurt paisiblement devant la tombe de sa femme. Après la guerre, Mustang est hospitalisé à aveugle, mais il reste déterminé à reconstruire Ishval. Dr Knox et Marco lui apportent une pierre philosophale qui lui permettra de recouvrir sa santé. Au nord, Olivier Armstrong et Miles supervisent Carr, qui rejoint d'ailleurs le projet de reconstruction d'Ishval et s'engage à préserver la culture et la religion de cette région. Edward et Alphonse retournent à Ressemble. Sur le chemin, ils se souviennent des événements récents, et de Ling et de Mai qui retournent à Xing pour reconstruire et protéger leur pays. À l'arrivée, Winry les accueille en pleurs, heureuse de retrouver les frères Elric en vie. 2 ans plus tard, la paix règne. Edward est nostalgique de l'alchimie. Mustang a retrouvé la vue et travaille avec Risa pour la reconstruction de l'Est. Selim Bradley, encore marqué par son passé d'homonculus, grandit sous la protection de Madame Bradley et du nouveau roi Grumman. Ils promettent une coexistence pacifique entre humains et homonculus. Alphonse apprend l'alcaïstrie avec Mai et voyage vers Xing accompagné de Gerzo et Zampano. Edward est depuis le temps marié avec Winry. Ils sont parents de 2 enfants et vivent heureux. À la toute fin, on le verra dans le train partir vers l'ouest pour explorer d'autres formes d'alchimie dans le but de continuer d'aider le monde.